Ladies and gentlemen, good afternoon. It's a pleasure to meet all of you. And Les interprètes sont désolés, il semble qu'il y a un petit problème technique. Le son n'arrive pas jusqu'à la cabine d'interprétation. Il nous est impossible d'interpréter. and this launch that we're doing is also at a time when the bank is really stepping up our work on knowledge and really trying to be a better knowledge bank, so that we're doing quality knowledge work, we're bringing it in a credible way to our clients through policy advice, through design of operations, and just through all the work that we do. So this is an example of some of the analytic work that we do that is really seeking to understand critical development issues and challenges and provide some advice to countries as they seek to address these challenges. In this particular case, on the issue of land. I think you'd all agree that this is an important topic for the Africa region. It is an important topic everywhere. C'est un sujet important, en particulier pour la région Afrique. Les normes, les règlements, les institutions qui gèrent l'affectation de droits font partie d'une infrastructure publique nécessaire au pays pour développer leur marché financier, encourager la productivité agricole, la création d'emplois, la construction de villes vivables et de transformations très larges, afin notamment de mobiliser des ressources locales. On m'a donné un exemple du Nigeria, où l'on parlait des programmes de numérisation de l'imposition foncière. Dans pas mal de pays africains, malheureusement, on est loin de ces objectifs. Moins de 5% des terres agricoles et pratiquement 20% des terres urbaines disposent de droits enregistrés qui sont détenus pratiquement exclusivement par des hommes. Le coût de transfert représente 7% de la valeur de ces terres. Et le transfert est souvent manipulé de façon frauduleuse. En outre, les conflits violents pour obtenir des ressources foncières se sont multipliés au cours des dernières décennies. Nous sommes tous d'accord, j'imagine, pour reconnaître que ceci ne devrait pas être le cas. Et les choses peuvent changer. Il faut transformer le récit. Les pays ont l'occasion de faire mieux grâce à l'utilisation de technologies et d'une meilleure planification, utilisant des réglementations adaptées aux conditions régionales, supprimer les barrières entre départements, mettre en place un dialogue de politique, ensuite celle-ci. On pourra ainsi parvenir à ce que les pays africains puissent capitaliser les opportunités nombreuses dont ils disposent pour utiliser leurs ressources et créer des conditions qui répondent à leurs objectifs. Les partenaires, en particulier les bureaux de l'économiste en chef pour l'Afrique, le groupe de recherche économique qui est la pratique du groupe d'évaluation CERN, AIG, et des centres de réflexion en Afrique, l'IRC, et l'Institut de la fiscalité en Afrique, qui regroupe des experts, se sont penchés sur le sujet. Et alors que nous passons à l'étape suivante, passer à la mise en œuvre, à mon avis, il ne reste aucun doute que les pays africains, les gouvernements de ces pays trouveront ce rapport extrêmement utile afin d'améliorer
leur politique foncière et le fonctionnement de leurs institutions. Ces discussions tombent à point nommé alors que nous parlons de la façon dont la banque peut aider ses clients à développer leurs biens publics communs et de faire face aux crises multiples qui affectent la région, dont pas mal proviennent d'ailleurs et découlent d'une mauvaise gouvernance foncière. On constate une demande accrue des clients d'obtenir notre appui afin d'améliorer le système d'administration de terre, augmenter les investissements, résoudre les problèmes de changement climatique, faire diminuer tout au moins l'informalité urbaine. Nous avons pas mal d'experts dans la salle qui vont partager avec nous leurs perspectives, leurs connaissances. Ils viennent de l'Union africaine, du Kenya, de l'Éthiopie, du Malawi, du Nigeria et notre collègue du Sénégal qui malheureusement n'a pas pu arriver à temps. Donc, nous allons avoir ici une conversation qui va renforcer l'énergie nécessaire à relever ces défis. Et lorsqu'on voit ce genre de rapport qui a sans aucun doute un impact et pourra, je l'imagine, avoir une influence sur les politiques des pays. Je ne pourrai pas malheureusement rester pendant toute la durée de la réunion et je vous écouterai très attentivement pendant le temps que je passerai à vos côtés. J'espère que la discussion sera fructueuse. Merci, merci Victoria. Vous avez donné le coup d'envoi à ce programme. Je n'ai pas l'intention de parler trop longuement. J'ai lu le rapport entre 2 heures et 6 heures du matin. Donc, je manque de sommeil, mais je me suis rendu compte malgré tout que c'était un excellent rapport. Veillez à le lire. Il est bien confectionné. Et si vous n'avez que 5 minutes, lisez les 2 premières pages. Si vous avez un peu plus longtemps, lisez le résumé. Et j'espère que vous aurez le temps de lire la totalité du rapport. Ce qui m'a frappé à la lecture, c'est que pour ce qui est des marchés fonciers en Afrique subsaharienne, les choses ne vont pas bien. C'est le moins qu'on puisse dire, en dehors de ce dont a parlé Victoria. Les gens pensent, des populations pensent qu'elles riches peuvent manipuler le système. 47 millions d'hectares ont été mis en utilisation, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, car pendant le même temps, les conflits reliés à la propriété foncière ont quadruplé pendant la même période. Côté positif, on peut dire qu'il y a un énorme potentiel qui devrait nous permettre de résoudre ces problèmes pour 3 raisons. L'interopérabilité numérique, deuxièmement l'imagerie satellitaire et troisièmement la connectivité numérique. Et je sais que Clara vous en parlera à fond. Mais si on pense à l'interopérabilité numérique, on se rend compte qu'elle permet d'avoir de meilleurs registres fonciers, meilleurs documents, permet également d'améliorer d'autres registres, d'autres documents, les hypothèques notamment, etc. Et partant, améliorer l'imagerie satellitaire qui permet de mettre en vigueur les restrictions en matière foncière et permet de savoir si les règles en matière de conservation sont respectées et permet d'assurer l'accès au crédit à l'assurance. Si on pense à la connectivité numérique, elle permet de mieux partager les informations, renforce la compétitivité des marchés fonciers et facilite également l'accès au marché. En dehors de toutes ces choses technologiques, il faut malgré tout continuer de faire des choses plus traditionnelles. Réduire l'impôt sur les transferts, réviser la réglementation, améliorer la mise en vigueur des taxes foncières, veiller à des ventes compétitives des terres, éliminer les conflits d'intérêts entre régulateurs et mieux réglementer les droits d'utilisation des terres.
Je ne suis pas sûre d'être arrivé à une conclusion, mais je m'arrêterai néanmoins ici et je donne à Klaus et à Brigitta quelques minutes pour nous dire ce que contient ce rapport et ensuite nous entendrons une série de personnes qui ont une profonde expérience de la région. Allez-y. Je n'ai plus rien à ajouter. Vous avez dit l'essentiel. Permettez-moi de vous dire que nous apprécions énormément la collaboration dont nous a fait bénéficier le Bureau Afrique, les chercheurs. On a vu un groupe bien plus nombreux qu'auparavant qui nous ont parlé de problèmes fonciers et d'autres problèmes connexes, et d'ailleurs qui seront abordés pendant cette conférence de 4 jours. En dehors de tout cela, et contact avec les politiciens, nous espérons pouvoir renforcer la recherche que nous pourrons présenter lors de conférences futures, ce qui aidera les pays africains à mettre en œuvre de véritables réformes novatrices qui correspondent à leur situation. Comme vous le savez, les difficultés sont toujours au niveau des détails et il faudra également penser à la nécessité de recherche indépendante qui aide à renforcer la crédibilité et à mieux savoir quel va être l'objectif à atteindre. Nous avons bénéficié de collaborations d'institutions internationales, par exemple le réseau de registres fonciers, qui nous permettent aussi de renforcer tous ces réseaux. En Afrique, il y a 4 grands défis. La population urbaine va tripler d'ici 2050, le gros de l'expansion se présentant au niveau informel, ce qui réduit la productivité et entraîne des risques. Le risque surtout de voir les populations attrapées et immobilisées dans ce réseau de pauvreté. La résilience au changement climatique est limitée alors que l'exposition à celui-ci est de plus en plus élevée. Nous le savons tous, c'est un phénomène mondial particulièrement accentué en Afrique. La transformation structurelle, 40% des populations travaillent toujours en agriculture, donc la transformation structurelle est faible et les femmes doivent faire face à des barrières très nombreuses, les normes sociales, les traditions, et ne sont dans l'impossibilité de réaliser leur plein potentiel. Les institutions foncières sont-elles encore importantes dans ce genre de situation, puisque la propriété représente 40% de la richesse individuelle? Et parmi les particularités de l'Afrique, les institutions coutumières ont prédominé depuis longtemps et on a éliminé le besoin de dépenses non productives, entraîne des conflits pour assurer ses droits. Il faudrait encourager les investissements, mais cela a une portée limitée. Les pays ne sont pas en mesure de s'engager sur le long terme et l'interruption coloniale, bien évidemment, également réduit la responsabilisation. On espère beaucoup des institutions officielles, les registres, les cadastres, afin de créer un meilleur accès et de réduire le coût des transactions, d'augmenter la portée des interactions, faciliter l'utilisation d'informations et l'utilisation de terres en qualité de garantie, ce qui permettra d'améliorer l'investissement. Il faut également se rendre compte que les coûts opérationnels sont extrêmement élevés. Il faut donc voir si le bénéfice réel qu'ils permettent est à la hauteur des attentes. Les pays ne sont pas parvenus à atteindre leur potentiel. La couverture offerte par les institutions formelles est incomplète en raison du coût extrêmement élevé, notamment. Tout est basé sur le papier, utilisé sur le papier, ce qui permet des manipulations, disons, douteuses. Incapacité de faire baisser le coût des transactions pour pouvoir mieux activer les marchés,
le coût informel de l'ensemble de ces caractéristiques est énorme. Les informations ne sont pas mises à disposition du public, hein, et en réalité, ces documents n'éveillent pas énormément de confiance. Les individus des zones urbaines sont disposables jusqu'à 200 $, alors que l'on peut normalement obtenir un titre foncier à 6 $. Et donc, cela vous donne une idée de l'énorme fossé qu'il reste à combler. Il existe d'énormes opportunités de formalisation, surtout en zones urbaines. Le coût des registres, et l'exemple du Lesotho à Maseru est éloquent. Le coût des transactions a pu être réduit en raison de changements qui ont été apportés au cadre réglementaire. Le registre de l'impôt et des hypothèques numérisé permet d'obtenir et d'éveiller auprès des banques la confiance, ce qui permet un meilleur accès au financement. Et autre chose très importante et qui a des effets sur les femmes en particulier, un titre commun des propriétés conjugales est devenu la position de défaut, ce qui augmente l'appropriation de la part des femmes, qui permet alors d'atteindre les 80%. Et La taxe foncière peut également être un outil désirable à titre immédiat, notamment lorsque les marchés sont forts, par exemple au Nigeria. Ça peut être une source considérable de recettes, mais personne n'est disposé à agir de front. Nous savons que les taxes sur les biens fonciers sont moins régressives que sur les biens meubles. Si vous regardez par exemple à Lagos, les prix de l'immobilier sont 3 fois supérieurs à Washington, mais les taxes foncières sont pratiquement inexistantes. Selon les imageries par satellite, il y a 2 millions de propriétés à Lagos. Et il faut donc se rappeler la réussite attribuée à la réforme du marché de l'immobilier à Lagos par le président actuel, alors qu'il était à l'époque gouverneur de Lagos. Il y a également d'autres réformes fiscales qui sont à envisager. La technologie numérique peut être utile si toutefois les réglementations en la matière sont bien en place. Cela permet d'augmenter la redevabilité et la qualité des registres. Cette image a été générée pour une zone rurale par des imageries par satellite uniquement. Donc vous pouvez voir les limites des terrains, ce qui est très utile pour documenter les droits d'utilisation et améliorer la redevabilité parmi les institutions clientes. Mais pour tirer parti de ces outils, il faut un changement réglementaire et institutionnel. Comme on l'a dit, cela peut être par exemple le recours obligatoire aux signatures électroniques, ce qui permet d'avoir à des fins d'audit une trace. Et il y a également un vrai potentiel pour les échanges nord-sud et sud-sud, car tous les registres fonciers dans le monde sont passés par l'obstacle du passage au numérique. Il y a des exemples fantastiques, non seulement en Europe, mais aussi en Chine, quant à la gestion de ce processus. Et tout ça peut être très intéressant pour les pays africains, afin qu'ils ne passent pas eux-mêmes par toutes ces erreurs. Bien évidemment, dans les zones rurales, les droits d'utilisation sont peut-être plus intéressants. Les titres ne sont pas une priorité. S'il n'y a pas de registre des propriétaires, ce serait une perte de temps. Les avantages sont plus faibles et les coûts plus élevés que dans les zones urbaines. Les effets en matière de crédit se matérialiseront uniquement dans les marchés de vente actifs, alors qu'il y a également des frictions sur les marchés locatifs.
Et puis si on se concentre sur les droits d'utilisation cessibles et des structures locales redevables, on peut bénéficier de tous les avantages de la cessibilité. Si vous regardez la Chine ou l'Éthiopie en Afrique, vous vous rendez compte que lorsque l'on documente les droits d'utilisation de manière abordable et que l'on implique des autorités locales effectivement élues, cela réduit la friction de manière considérable. Et dans ce contexte africain, ça propose des possibilités de mieux cibler les subventions et de faire en sorte qu'elles soient utiles et de réduire la corruption en la matière. Et tout ça est lié à une gestion foncière publique décentralisée. On parle souvent du foncier privé, mais on oublie que la corruption, c'est avant tout lié à la prise de terres publiques. J'ai soutenu moi-même la réforme foncière en Ukraine et environ 2 à 3 milliards de terres publiques avaient été privatisées de manière peu transparente. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque les droits fonciers sont mieux définis, cela permet d'avoir un effet transformateur sur les effets que j'évoquais plus tôt. Les défis deviennent des opportunités puisque ça crée des incitations pour la création d'une urbanisation productive. Ça encourage l'adaptation au changement climatique en ciblant les investissements et en contribuant à des décisions plus éclairées en la matière. Cela contribue à la transformation structurelle et cela assure la possibilité pour les femmes d'accéder à la terre et d'utiliser cette terre comme atout. Comme l'a dit Victoria, le foncier est une question très politique, raison pour laquelle le département de la recherche reste important. Il faut une analyse indépendante, une référence indépendante, plutôt qu'un organe qui est en même temps en train d'essayer de vous vendre quelque chose sur le côté. C'est très important parce qu'au niveau intérieur, il y aura des débats et vous allez forcément marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Donc, ce faisant, assurez vos arrières et assurez-vous de vous fonder sur des faits démontrables plutôt que sur des histoires. Et puis, il faut également éviter les erreurs coûteuses. Et l'une des beautés des registres fonciers, c'est qu'ils peuvent comprendre des quantités de données immenses. Et ces données seront de plus en plus disponibles. La banque peut jouer un rôle très utile en tant qu'intermédiaire en identifiant des informations que personne ne veut partager, mais si on anonymise ces informations et qu'on les fournit à des fins de recherche, on peut espérer qu'il y aura de vraies possibilités pour les chercheurs et les décideurs politiques afin d'explorer les options pour la collaboration, l'évaluation d'interventions spécifiques et le dialogue politique sur ce sujet très important. Merci. Thank you very much, Klaus. I'm sorry to rush you, but Merci beaucoup, Klaus. Désolé de vous presser. Simplement, je lisais les biographies de nos intervenants qui sont venus de très loin et qui ont beaucoup d'expérience. Donc, nous allons commencer à ma gauche et ensuite j'irai vers ma droite. À ma gauche, la première personne est Janet Edeme, qui est chef de la division de l'économie rurale de l'Union africaine. Elle est ici depuis Addis Abeba. Et donc, madame, je vais vous poser des questions. Vous nous suivez, n'est-ce pas? Oui. Alors, je sais que l'Union africaine a le programme 2063. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi 2063 spécifiquement, mais vous pourrez nous le dire. Et vous avez aussi une stratégie de gouvernance foncière 2023-2032. Comment les recommandations figurant dans cette stratégie s'articulent-elles avec celles du rapport de la Banque mondiale que nous venons d'entendre? Ça, c'est une question. Et la deuxième question, c'est pouvez-nous nous dire comment l'Union africaine
aide ses membres à gérer les questions foncières? Et puis troisièmement, y a-t-il des possibilités pour que nous collaborions ensemble? Nous espérons que la réponse soit positive. Alors, un grand merci d'abord. Indermit et Victoria, c'est un plaisir d'être ici pour représenter la Commission de l'Union africaine. Je vous transmets les salutations de Madame Sacco, commissaire de ce département, du département de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et d'un environnement durable. Au nom de la Commission de l'UA, je félicite également la Banque mondiale pour ce rapport qui, à notre sens, arrive à point nommé et met en évidence certains des défis de longue date du continent africain. Victoria avait déjà parlé des défis de gouvernance foncière, mais aussi Klaus, dans son résumé, a identifié certains des défis, par exemple l'urbanisation, les défis propres aux femmes, le faible niveau de résilience face aux effets du changement climatique. Avant de continuer, je voudrais répondre à certaines de vos questions. Pourquoi 2063? En 2013, lorsque nous célébrions le 50e anniversaire de l'OUA, qui est devenu l'UA, nous avons conçu un plan stratégique pour le continent. Si vous faites 2013 plus 50, vous arrivez à 2063. Oui, même moi j'avais fait le calcul, dit Indermit. Très bien. Comment est-ce qu'on a élaboré ce programme? Il s'agit d'un plan stratégique sur 50 ans pour le continent, mis en œuvre en phase de 10 ans. Nous venons d'effectuer l'examen des 10 premières années de mise en œuvre et nous sommes maintenant dans la deuxième partie du plan. Je voudrais également évoquer le fait que ce rapport a été publié à un moment où nos États membres tentent de réfléchir de manière stratégique à comment ils vont mettre en œuvre leur politique foncière en vue de générer des retombées positives à long terme pour les citoyens africains, notamment ceux qui dépendent des terres pour leurs moyens de subsistance. Nous savons que tous nos pays ont une politique foncière d'une manière ou d'une autre, mais toutes ces politiques, certaines de ces politiques datent de l'époque coloniale. Elles n'ont pas été réformées ou alors seulement de manière partielle, et elles désavantagent les femmes. Et cela fait intervenir ces questions de gouvernance foncière. Nous savons que cette gouvernance est essentielle en vue de réaliser les objectifs africains en matière de croissance économique et de développement agricole. Nous sommes également conscients que notre continent est très jeune, la croissance de la population est très rapide, de même que l'urbanisation, ce qui exerce une pression considérable sur nos ressources foncières. Il s'agit d'une ressource finie, car personne ne veut envahir d'autres pays. Il faut nous contenter de la quantité de terres dont nous disposons actuellement. Et donc l'administration, la gestion des terres devient d'autant plus importante, surtout lorsque l'on prend en compte les retombées du changement climatique qui se font sentir dans de nombreuses parties de l'Afrique. On a vu les inondations à Nairobi la semaine dernière, lors du sommet africain sur les engrais et les sols, et le Kenya connaît des inondations considérables. Donc l'Afrique subit de manière disparate les effets du changement climatique. Il y a encore des défis quant à l'accès à l'utilisation des terres par les femmes et par les jeunes. Il y a aussi les éleveurs nomades dans certaines régions de notre continent et les communautés autochtones ainsi que d'autres groupes vulnérables, les personnes en situation de handicap, etc. Et donc, il nous faut, pour les États membres de l'UA, être des bons gardiens de nos terres, surtout étant donné la dimension encore agraire de nos économies et l'exploitation des ressources naturelles. L'UA comprend l'importance de la gouvernance foncière pour le développement social et économique du continent et pour créer une Afrique prospère. C'est notre vision pour 2063, une vision que nous espérons réaliser malgré quelques conflits.
Le programme 2063 souligne également l'importance de nos femmes. Il faut qu'elles soient pleinement autonomisées dans tous les domaines avec des droits politiques, sociaux et économiques égaux, y compris le droit à détenir et à acheter des propriétés, à signer des contrats, à gérer des entreprises et pour les femmes en milieu rural, avoir accès à des actifs productifs comme les intrants, le crédit, les services financiers et les terres. Le programme 2063 envisage également l'élimination de toutes les formes d'inégalité systémique, d'exploitation, de marginalisation et de discrimination à l'encontre des jeunes. Il faut prendre en compte de manière systématique les questions liées à la jeunesse dans nos programmes de développement, car comme je l'évoquais plus tôt, notre continent reste très jeune. Je passe donc à notre stratégie de gouvernance foncière adoptée aux commissions ministérielles, composées de ministres responsables de la terre et de l'environnement en décembre 2021, une stratégie lancée l'année dernière lors de la conférence sur la politique foncière en Afrique. C'était donc une conférence continentale à ce sujet que nous organisons tous les 2 ans pour l'ensemble du continent africain. Cette stratégie comprend 5 objectifs. Le premier objectif stratégique, c'est de renforcer les capacités de la Commission de l'UA et des communautés économiques régionales. Et donc ce rapport est l'occasion aussi de renforcer nos capacités et les données produites dans ce rapport nous permettront de le faire. Il faut aussi promouvoir les politiques, les lois et la gestion foncière. Il faut des investissements à grande échelle et il nous faut renforcer la sécurité de la propriété terrienne et de l'accès aux terres. Et cela pourrait également nous aider à opérationnaliser le projet MELA, qui est le projet de suivi et d'observation et d'évaluation pour notre stratégie. Il y a donc des synergies entre notre stratégie et ce rapport publié aujourd'hui. Nous pensons que de nouvelles occasions se présentent grâce à ce rapport, comme je vous l'ai dit, et nous verrons comment nous pourrons nous en servir en vue de rendre plus expéditive la mise en œuvre de notre stratégie foncière, notamment dans un contexte de passage au numérique. Il y a aussi eu des avancées technologiques dans la refonte de l'administration foncière. Et ça, c'est une autre stratégie, une autre synergie entre notre stratégie et le rapport d'aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'étendre, mais pour conclure, je vous dirais que dans le cadre de notre plan de mise en œuvre 2024-2033, nous cherchons également à renforcer nos institutions publiques et à les rendre plus réactives. Les institutions en matière foncière font partie des institutions clés à cet effet, et donc dans les 10 prochaines années, nous allons pouvoir utiliser toutes ces informations excellentes qui figurent dans le rapport publié aujourd'hui. Encore merci, Ndermit. Merci de ces excellentes réponses, Janet. Je vais ensuite passer à Monsieur Emmanuel. Monsieur, vous êtes le directeur du Centre régional de cartographie et de développement des ressources situé à Nairobi, mais vous êtes également l'auteur de la réussite du Rwanda quant à la régularisation de la propriété terrienne au Rwanda. Donc d'abord, est-ce que vous pourriez commencer par nous dire 2 ou 3 choses que vous avez apprises lors de la mise en œuvre de ces initiatives, et ensuite, comment votre centre a-t-il mis en commun ces leçons avec les autres pays? Et puis, je vais vous poser la même question qu'à Janet. Comment pouvons-nous vous aider? Thank you very much. Merci, vice-président. C'est pour moi un plaisir que de participer à cette réunion. Et pour répondre d'abord à la dernière question, la banque, à bien des égards, est un centre de ressources grâce
notamment un travail analytique. C'est une organisation régionale. Nous sommes aussi là pour appuyer et aider nos pays membres, et notamment par la voie du Conseil. Si j'en reviens au cas du Rwanda, où j'ai dirigé l'autorité foncière pendant 10 ans, alors que le Rwanda mettait en place son programme de réforme foncière, la banque nous a aidés. Victoria était témoin de ce qui s'est passé, car elle était à l'époque et pendant un certain temps gestionnaire du pays. Si on parle du rapport que nous examinons aujourd'hui, on le met en parallèle avec le cas du Rwanda, on constate que les faits qui sont énumérés dans ce rapport, les paramètres qui ont été définis, et si dans le temps, on voit ce que l'on est parvenu à faire au Rwanda entre 2009 et 2015 à peu près, vous constaterez que tout est faisable. On le dit fort bien d'ailleurs dans le rapport. Nombre de facteurs, bien sûr, ont dû s'harmoniser pour que nous puissions réussir la connectivité, les données, les capacités humaines qui ont connu une amélioration très sensible. J'étais venu en 2013-2014 vous parler du cas du Rwanda, et 10 ans plus tard, je suis revenu. Il y avait, nous étions un exemple de réussite. J'espère qu'il y aura davantage de cas qui seront eux aussi couronnés de succès. Le Rwanda est un petit pays au cœur de l'Afrique. Entre 2007 jusqu'en 2015, nous sommes parvenus à mettre en place un plan de réforme global qui a commencé tout d'abord par l'analyse des problèmes fonciers dans le pays. Nous l'avons fait en examinant dans le contexte de problèmes politiques du pays également. On en parle aussi dans le rapport. Il faut analyser la situation politico-économique d'un pays, car il faut situer le pays et les problèmes dans leur contexte. Il faut savoir si les parties prenantes sont polarisées, si les programmes peuvent correspondre à la réalité des situations. C'est extrêmement important. C'est ce que nous avons fait dans le cas du Rwanda. Ça ne nous a pas nécessairement donné des réponses pour le cas du Malawi ou d'un autre pays, c'est évident. Le Rwanda était sorti de problèmes, de graves problèmes politiques, et à ce moment-là, nous avons constaté que le problème foncier était un énorme problème qu'il nous fallait résoudre. Grâce à une nouvelle constitution, nous avons examiné tout ce qui était lié aux terres. Bien sûr, tout est politique, mais aussi économique. Il faut préserver les terres qui sont un patrimoine commun. Il faut mettre en place des mesures environnementales pour préserver cet actif pour l'avenir. Et nous avons donc rassemblé la population en essayant de formuler cette politique, et c'est une opportunité de rassembler pour aller tous dans la même direction. Il faut parler des objectifs communs. Il faut que chacun se sente participant au processus. Nous sommes maintenant, après avoir défini l'objectif, il a fallu penser aux outils, cadres réglementaires et institutions. Pour que les choses se fassent, on a besoin de tout l'échafaudage juridique, et on a besoin en outre d'individus pour faire avancer les choses.
Les fonctions relativement aux terres, aux fonciers, étaient dispersées. Et nous avons donc créé une nouvelle autorité, une régie des terres, afin de rassembler toutes les fonctions qui allaient depuis l'infrastructure, celle qui avait été dévolue au gouvernement, locaux, registres fonciers. Et nous avons combiné la fonction de délivrance de titres et de cadastre. Et nous avons également travaillé avec d'autres partenaires. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, nous a aidés à partager avec nous des idées, des ressources. Nous commencions avec une vision nouvelle et nous avons donc pu faire des expériences. Qu'il s'agit de délimiter les parcelles ou d'autres activités qui recouraient aux technologies, grâce par exemple à la résolution accrue de l'imagerie, on peut mieux connaître et mieux délimiter les parcelles, recourir aux populations locales. Nous avons mis sur pied un programme avec l'appui de plusieurs partenaires, la Banque mondiale notamment, pour l'aspect analytique. Nous ne savions pas en réalité ce qui allait se passer et nous voulions que nos institutions puissent être évaluées afin de savoir si nos attentes passaient à l'étape réalité. À peu près 12 millions de titres ont été délivrés en moins de 5 ans. Nous avons un registre qui va d'une frontière à l'autre. Chaque parcelle est enregistrée. Tout a été numérisé et relié directement au registre. Registre également d'identité, aux banques. Si vous souhaitez obtenir un prêt, la banque a accès à vos données personnelles et à votre propriété, à votre titre de priorité. À l'heure actuelle, tout a été numérisé. Votre titre foncier est numérisé. Je pourrais parfaitement aller en ligne, vérifier une parcelle, savoir qui en est propriétaire, les fins auxquels cette parcelle est utilisée, tout l'impôt sur cette parcelle. Et il en va de même si on souhaite faire un transfert de terre. Si je suis le propriétaire, je me rends chez le notaire. Et bien entendu, et entre parenthèses, tout cela a créé pas mal d'emplois. Les services gouvernementaux ont été étoffés et le gros défi au départ était de gérer des transactions, 12 millions de titres, alors qu'auparavant on délivrait 2 ou 3 000. Il a fallu donc renforcer l'efficience du système, embaucher davantage. Les transferts maintenant se font par le biais de notaires. L'examen des terres sont effectués également de façon numérique, ce qui a permis de créer, cela va de soi, des emplois. Une personne peut se connecter directement au système. Tout cela s'est passé dans des délais très courts et j'en arrive rapidement à mes activités actuelles. Le centre de cartographie qui était créé il y a une quinzaine d'années et qui était créé comme centre régional afin de cartographier les pays, de cartographier leurs ressources et leurs terres en vue de leur utilisation. Nous sommes passés maintenant à l'application. Comment utiliser les examens pour gérer l'aspect de déboisement, parer aux catastrophes, améliorer les registres. À l'heure actuelle, nous couvrons 20 pays, du Soudan jusqu'à l'Afrique du Sud. Et si le système est géré par les pays, et en même temps que le CA, nous obtenons les rapports des pays.
Nous étions une organisation de cartographie, mais on a constaté un énorme intérêt du côté des pays, certains des membres d'ailleurs. Pierre Chiranga du Malawi fait partie de notre conseil de direction, représente son pays. Il en va de même pour la Zambie, par exemple. Il est important donc de continuer de travailler ensemble. Nous avons présenté le résultat d'une recherche faite par les banques où on pouvait constater la situation de gouvernance de chacun des pays, registres, cartographie, imposition, etc. Ceci a permis aux pays de planifier. Cela nous a permis à nous de planifier l'aide que nous pouvons apporter aux pays. Si on parle du pays X, son gros problème est par exemple le registre, on peut alors créer un contact avec d'autres pays qui sont déjà passés par la même activité. Klaus, par exemple, a été invité l'an dernier à présenter des résultats et a pu partager une série d'idées pour améliorer la situation dans chacun des pays. Et j'espère que cette démarche, cette collaboration pourra se maintenir, se poursuivre, et que l'on puisse véritablement voir des contacts entre pairs pour réformer la situation foncière des pays. Et je répète, la coordination et l'aide de la banque, nous, c'est indispensable. Je vous remercie. Je vais maintenant passer à l'autre côté, mais à moins que vous ne souhaitiez dire un mot, non? J'en passe maintenant à Taiwo, qui est président du comité présidentiel sur la politique fiscale et la réforme fiscale du Nigeria. Il a travaillé à la réforme de la taxe foncière qui a été lancée en 2010, qui avait été lancée par le gouverneur de Lungu, qui est devenu président depuis. Et c'est un exemple, une leçon peut-être dont d'autres pays pourront s'inspirer. Taiwo, comment avez-vous mis à profit le succès de Lagos? Comment avez pu vous assurer qu'il était, ce système a été mis en place dans le restant du pays? Quel est le rôle que cette réforme de la taxe foncière a joué et a aidé au travail de votre commission? Encore une chose, pendant les réunions de printemps, toutes les délégations que j'ai rencontrées, je vous dirais que la délégation du Nigeria a été la plus encourageante. Je vous remercie. Merci. Merci à la Banque mondiale de m'avoir invité à participer à cette conversation. Merci Klaus de ce rapport. Et je peux vous le dire, franchement, c'est un bon rapport. Voyons le contexte tout d'abord, ensuite j'essaierai de répondre à vos questions aussi rapidement que possible. Le Nigeria est une juridiction compliquée pour ce qui est des questions foncières. Gouvernement fédéral, le gouvernement des États, les gouvernements locaux, les lois peuvent couvrir le niveau fédéral ou encore le niveau des États ou encore au niveau municipal. Nous avons toute une série d'impôts, mais nous n'avons pas véritablement de données fiables pour ce qui est des registres. Les problèmes que nous connaissons, c'est des problèmes de politique, d'administration. Et si
si j'étais amené à parler de la gouvernance, ce que je ferai dans quelques jours, c'est un des points de l'ordre du jour dont nous parlerons, je vous dirais qu'en général, pour ce qui est du Nigeria, repris dans cet ouvrage, nous sommes inspirés de l'expérience de Lagos, de Washington et du Rwanda. La situation actuelle ne nous satisfait pas totalement, mais nous la voyons comme une opportunité de réforme et d'améliorer les choses. C'est une possibilité. Si on envisage le passé, l'actualité, l'avenir, eh bien, je dirais que nous ne disposons pas de données fiables quant à l'utilisation des terres, la valeur des propriétés. Les systèmes de registre et de transfert sont extrêmement complexes. La Banque mondiale avait d'ailleurs classé le Nigeria comme tout au bas de son échelle de classification, 5e avant la fin. Pour ce qui est des recettes provenant des impôts à la propriété aux terres en général, il semblerait que personne ne payait. Nous avons néanmoins accompli quelques progrès, grâce notamment à l'aide de la Banque mondiale. Le projet SIFTAR, projet de transparence, viabilité, de durabilité, et elle nous a permis d'accomplir quelques progrès. À l'heure actuelle, nous sommes à 0,3% du PIB de recettes provenant des terres. Nous espérons atteindre 1,5 au cours des 2 ou 3 prochaines années grâce aux réformes que nous avons mises en place. La situation actuelle est caractérisée également par une série de problèmes. Nous subissons en outre l'impact du changement climatique, inondations à Lagos notamment et dans d'autres États. Le gouvernement de l'État de Lagos a démoli pas mal de propriétés. Propriétés qui représentaient pour certaines personnes le fruit de leur épargne, une épargne de toute une vie. Nous avons pu faire approuver réaménagement et mettre en place certaines mesures, mais le problème continue d'être énorme et nous devons véritablement le résoudre. Les processus entre les divers États sont différents. Nous souffrons en outre d'une absence de coordination entre les autorités, le fisc, les autorités foncières, l'autorité chargée d'aménagement, etc. Nous devrions parvenir à une meilleure coordination et un accord entre les diverses instances du gouvernement afin de pouvoir ensuite créer des actifs, richesses, créer de nouvelles opportunités de crédit et mettre en place de véritables investissements. Donc ça, c'est du côté de la réforme politique. Nous estimons que 900 milliards de dollars représente la richesse foncière et nous devrions pouvoir y recourir. L'opportunité actuelle qui nous est donnée est celle de faire un bond de l'avant en sautant par-dessus plusieurs étapes. Les améliorations de mobilisation du revenu pourraient découler d'une centralisation accrue et meilleure. Moins de distorsions, impossibilité de dissimuler la valeur réelle de propriété, mais là, ça pose un énorme problème politique. C'est difficile de vendre
l'idée que ceux qui paient des impôts ne sont pas propriétaires et les propriétaires ne payent pas d'impôts. À Lagos, on a fait un exercice comme ça. On a comparé ça avec les autres et on a trouvé un taux de corrélation d'environ 30% pour la taxe, pour l'impôt sur le revenu. Donc ça vous donne une idée, non seulement pour les recettes de la fiscalité foncière, mais aussi la taxe sur les loyers, sur les gains fonciers et d'autres. Donc il faut harmoniser l'identité des propriétaires, mais on essaie aussi de mettre en place des auto-évaluations. J'ai un bien à Lagos et le coût de ma carte foncière est moins que celui d'un repas dans un restaurant de luxe. Donc si vous ciblez entre 0,5% et 1% de la valeur du bien, c'est facile à payer. Les informations sont disponibles. Cela a permis de générer une augmentation de plus de 200% des recettes fiscales. Et on peut acheminer ça vers le développement des communautés, des populations. Et ça va avoir un effet de rebond puisque cela va financer toutes sortes d'efforts entrepris dans le cadre de ce processus. Je vais répondre rapidement à votre question. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Comment faire fond sur cette réussite dans l'état de Lagos il y a plus de 10 ans dans l'ensemble du Nigeria? Je pense qu'il y aura de meilleures possibilités, non seulement pour rééditer ce succès, mais pour nous appuyer dessus partout dans le Nigeria. Il s'agira par extension des 774 collectivités locales avec le soutien aussi des autorités au niveau fédéral. Enfin, vous avez posé la question du rôle de la taxe foncière dans mon comité. Mon comité, il se concentre sur la réforme de la politique budgétaire. Très tôt, dans le cadre de nos travaux, nous avons identifié qu'il s'agit d'une partie essentielle de notre travail et des réussites que nous entendons mesurer. Nous avons des indicateurs clés de performance spécifiques et on s'est dit qu'on ne va pas célébrer les efforts, mais plutôt célébrer les résultats acquis en temps et en heure. Donc nous sommes très heureux d'avoir cette possibilité de dialoguer aujourd'hui et nous attendons avec impatience de poursuivre le dialogue non seulement avec la Banque mondiale mais aussi pour nos amis et partenaires autour de la table et pour apprendre des exemples issus d'autres pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Taiwo. Je me suis toujours dit que les Indiens et les Nigérians étaient très similaires. On a le même comportement lorsqu'on est dans notre pays, mais quand on vient ici, on se comporte comme les Chinois. On travaille dur, nos études portent des bons résultats. Mais je connais aussi nos différences, puisque vous avez dit qu'au Nigeria, vous ne voulez pas apprendre de ce qu'on dit à Washington ou dans d'autres pays, mais vous êtes disposé à apprendre d'autres États au sein du Nigeria. C'est ça notre différence. En Inde, nous n'apprenons pas du tout les uns des autres. Chacun fait ses propres erreurs. Je devrais passer à notre dernier intervenant, et non des moindres, David Chilonga, secrétaire principal du ministère des Terres du Malawi, donc un fonctionnaire. Mes notes me disent que les lois foncières adoptées en 2016 au Malawi sont novatrices à plusieurs titres. Pourriez-vous nous livrer certains des éléments clés de ces lois et de vos mesures
en vue de les mises en œuvre? Avez-vous rencontré des difficultés, etc. Et est-ce que la Banque mondiale vous a aidé? Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, ce rapport reflète en effet la situation sur le continent, y compris le cas du Malawi. Dans notre pays, le processus a beaucoup évolué. En 1996, il y a eu une commission présidentielle d'enquête pour la réforme de la politique foncière et d'autres études qui ont contribué au développement de la politique nationale foncière en 2002, une politique qui s'attaquait à des réformes faciles. La Banque mondiale était là pour aider. Si la Zambie est parmi nous, nous avons besoin d'énergie dans la salle. Disponible, dit la Zambie. Donc, l'une des réformes faciles à réaliser, c'était la réaffirmation des limites entre les propriétés pour les voisins. C'était encouragé. Nous avons quasiment terminé avec la frontière entre le Malawi et la Zambie. Donc pour la réaffirmation des frontières, il y a aussi l'introduction de nouveaux cours dans les universités. Mais pour ce qui est des réformes plus difficiles, c'était un examen holistique des lois. Une commission spécifique des lois a été mise en place en 2003 afin de se pencher là-dessus. Et en 2010, nous étions prêts pour un débat au Parlement. Les lois ont été adoptées en 2013, mais le président a refusé de les promulguer. En effet, certaines organisations de la société civile avaient leurs réserves. Comme Emmanuel l'a dit, ça nous a forcés à mener davantage de consultations afin d'obtenir le soutien des personnes inquiètes. Et on a trouvé un terrain d'entente en 2016. Donc, lors de cette année, les lois ont pu être adoptées. Nous avons dû tirer des leçons quant à leur mise en œuvre. Outre l'implication de la Banque mondiale, il a aussi fallu voir comment le Rwanda est parvenu à apprendre des défis et possibilités qui en sont ressortis. Les autorités ont mis en place un plan de mise en œuvre et avec les conseils de la Banque mondiale, nous avons commencé par mener une phase pilote permettant de générer davantage de données. Pour ce faire, nous avons mené plusieurs projets financés à travers la Banque mondiale et conformément aux impératifs de la loi, notamment, nous devions définir toutes les frontières des autorités traditionnelles. La Banque nous a également aidés à ce faire et nous avons pu mener la barque à bon port. Et ainsi, nous avons pu commencer l'émission de titres individuels. Un autre défi, c'est le passage au numérique pour les dossiers fonciers afin d'assurer une mise en œuvre numérique de la loi à grande échelle. Un autre défi, c'est la décentralisation, car la loi nous demande d'avoir des tribunaux locaux. Et j'ai le plaisir de vous signaler que les tribunaux fonciers coutumiers ont été créés et toutes les autorités traditionnelles ont désormais un tribunal réglementé. Les autorités ont recruté des clercs fonciers et des greffiers pour ces tribunaux. La Banque accorde son soutien technique et financier à ces projets, y compris par le biais de travaux analytiques. Jusqu'ici, nous avons commencé à mettre en œuvre le système d'information foncier. Et au cours des 2 derniers mois, on a pu informer l'ensemble des Malawites que nous allions passer au numérique. Nous améliorons également la taxation foncière. Avec le pacte de la MCC, nous allons également agir avec les conseils municipaux
afin de mieux définir les rôles en matière d'évaluation. Nous avons mis en place une loi d'évaluation pour remédier aux lacunes identifiées et faire en sorte que la mise en œuvre soit davantage réactive. Cette loi devrait être présentée au Parlement en juillet en vue de son adoption. La réforme de l'administration foncière continue donc de progresser au Malawi et nous pensons que nous devrions nous concentrer sur la façon dont ces interventions peuvent être pérennisées. Nous voyons avec le ministère des Finances comment améliorer la collecte de l'impôt, ce qui permettra de produire des ressources supplémentaires qui prendront en charge notre système de gestion foncière et compléteront les efforts de nos partenaires de développement. Le secrétariat au Trésor a donné son adoption le mois dernier et donc notre action sera pérenne et nous pourrons vraiment prendre en main ce processus tout du long. Pour ce qui est de l'interopérabilité numérique, il s'agit d'un système interopérable. Comme Emmanuel l'a dit, il y a le bureau d'inscription, les autorités des recettes et d'autres organes concernés. Voilà qui clôt mon propos. Mais si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie. Excellent. Thank you so much. Excellent, un grand merci. Merci également d'avoir respecté le temps imparti. Nous avons le temps d'entendre des questions. Qui se lance? J'ai une demande de question. Quelqu'un d'autre? 2, 3. Madame. Je remercie nos intervenants. C'est très utile d'avoir ces éléments de première main. Je suis Madame Okongbe, je viens du département de la recherche. Dans la pratique, comment ces taxes foncières sont-elles appliquées? Nous savons que par comparaison aux taxes sur la consommation comme la TVA, où on paie dès l'achat, ou encore l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source, on voit qu'on peut observer la propriété, disons qu'il y a moins de distorsion, mais tout le monde sait quand il faut payer. Et c'est très difficile à appliquer, par exemple, saisir un bien ou expulser les habitants. Et donc, j'aimerais simplement savoir comment ça se passe dans la pratique pour ce qui est de l'application. Monsieur? En bas à gauche. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je remercie la Banque mondiale de cette possibilité. Je m'appelle Mamadou Barro, directeur de l'anthropologie appliquée à l'Université d'Arizona, mais je suis sahélien et je travaille sur les questions foncières depuis longtemps. Ma question s'adresse probablement à la Banque mondiale. Si je regarde au Sahel, bon, je pense que ce livre est tout à fait intéressant et je vais peut-être imposer à mes étudiants sa lecture à partir de l'année prochaine. Il faut des recherches indépendantes dans ce domaine. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Comme Emmanuel l'a expliqué, le cas du Rwanda est particulièrement passionnant. Ça fait des années que je le suis. Mais il y a aussi beaucoup de manquements au Sahel. Des choses qui n'ont pas fonctionné. Et comme on l'a entendu, cette question des terres, c'est une question politique. Si la Banque mondiale souhaite changer les choses de manière considérable, il faudra peut-être également réexaminer ses actions dans certaines parties de l'Afrique en ce qui concerne la gouvernance foncière.
récemment, j'ai organisé un webinaire à l'intention des Sahéliens. Près de 100 personnes ont participé. Et j'ai dit que j'allais à la Banque mondiale. Ils nous ont dit, s'il vous plaît, faites en sorte de faire entendre notre voix à la direction de la Banque mondiale. Comme ça, parce que, à la fois pour les jeunes, pour les femmes, le foncier est une vraie source d'espoir. Et donc, il faudra nous demander aussi ce qui n'a pas fonctionné. Ma question, donc, c'est jusqu'où êtes-vous disposé à aller lorsqu'il y aura potentiellement de la mauvaise volonté et de la résistance à l'idée de changer les choses? Que prévoyez-vous de faire? Moi, je vais en Afrique dans une semaine. Si vous regardez même un pays comme le Sénégal, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ça démontre ce que je dis. D'où le besoin de recherche indépendante. Ça ne va pas faire que des heureux. Lorsque l'on veut changer les choses, parfois il y a de la résistance. Et voilà, ce que je me demande, c'est jusqu'où peut-on aller? Je sais que c'est la responsabilité des États, mais la Banque mondiale est une organisation puissante qui a une influence. Et donc on peut dire au pays, ah bah, si vous ne faites pas comme il faut, voilà ce qui va se passer. Voilà, c'est ma question. Alors, très bonne question. Je n'ai pas de réponse, mais j'espère que quelqu'un de la région Afrique sera là. Sinon, je vais devoir désigner un volontaire. Alors, vous pouvez nous dire quelque chose, une question supplémentaire. Bonjour, Jake Ricker-Gilbert de l'université Purdue. J'avais une question similaire sur la résistance. C'est difficile de recouvrer l'impôt partout, particulièrement ici à Washington. Comment lutter contre les forces qui bénéficient de cette désorganisation et qui veulent résister à votre action? Je serais très intéressé à l'idée d'en savoir plus à ce sujet. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur? Merci, je m'appelle Shao Kana. Je travaille pour la Banque mondiale dans le bureau en Éthiopie. Je voudrais évoquer une question sur l'une des conclusions de Klaus. Concernant l'exercice d'émission des titres en milieu urbain. Les pays africains ont une dimension agraire importante, mais il y a aussi une urbanisation qui avance à un taux alarmant. Et donc, si nous ne disposons pas de cadastre approprié, nous ne pensons pas que nous allons être en mesure d'assumer ce contexte urbain complexe. Ça va poser des difficultés. Donc, j'aimerais avoir plus d'informations sur les conclusions de cette recherche. Voici des questions excellentes. Je pense que ce que nous allons faire, c'est peut-être entendre à nouveau ce côté de la table d'abord, ou non, peu importe qui veut répondre. Je vais commencer par Aparajita, ensuite Emmanuel, ensuite Jeannette, ensuite Taïwo, DV, et le mot de la fin sera pour Klaus. Merci beaucoup Indermit, merci encore à nos partenaires de leur présence. Je vais commencer par la question de Oyebola qui est tout à fait importante. Une motivation importante pour nous, c'est le déficit de recettes fiscales. Pour les pays de l'OCDE, c'est 3 ou 4% du PIB qui représente donc les taxes foncières contre un demi-pourcent dans les pays africains. On aurait pu faire un rapport entier sur la taxation foncière et parler des infrastructures nécessaires pour augmenter ces recettes. Par exemple, démarcation des propriétés, appropriation, évaluation, application de la loi. Mais la difficulté avec l'application de la loi, c'est que la transparence est indispensable.
il faut montrer où vont ces recettes. Et un facteur important, c'est est-ce que les recettes foncières sont utilisées pour proposer des services importants à la population. Ce n'est pas la seule considération, mais la transparence sera vraiment indispensable pour bâtir un consensus. Je suis sûr que Taiwo a des expériences très pratiques à nous partager. Je peux revenir là-dessus, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Sur la question de la taxation, je pense que j'interprète les choses de manière différente. Une chose que nous avons fait avec le programme foncier au Rwanda, c'est que nous avons laissé la taxation en dehors de la conversation. L'un des plus gros obstacles de la population, c'était justement l'idée que c'était un outil pour taxer la population. On parlait des avantages économiques, de l'inscription, etc. Mais voilà, pour nous, l'inscription est bien en tant que telle, sans même parler d'impôts. Il s'agit de l'harmonie sociale de la population, de la sécurité, etc. Et donc, nous avons laissé de côté pour l'instant les considérations fiscales. Et dans la procédure d'inscription, nous nous sommes assurés de couvrir la plupart des coûts d'inscription nous-mêmes et d'éviter donc les contributions. On a dit que lorsqu'une taxation sera introduite, ça devrait être un taux faible pour que les avantages soient palpables. Et donc, on a laissé ça en dehors de la conversation et on a commencé par des chiffres si bas qu'ils étaient à peine remarquables, tout en augmentant le nombre de contribuables. Et comme ça, on peut passer au numérique sans rencontrer de résistance majeure. Et une fois que vous avez un registre numérique, cela crée de la transparence. Même, et donc lorsque l'on met en place une taxation, nous savons que voilà, personne ne pourra manipuler les choses car tout sera transparent. Slowly. Ensuite, le va augmenter lentement et nous avons surtout essayé de démontrer l'utilisation qui était faite de cet impôt. Par exemple, des routes asphaltées maintenant. Donc, cela montre un service, une réalité. Il est donc très important de veiller à démontrer l'utilisation qui est faite de fruits de l'impôt. Bien. Alors, la fiscalité, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais si on parle de stratégie, en réalité, il y a souvent une réaction parce que l'approche fait du haut vers le bas. Si on met en place des stratégies qui n'ont pas pris en compte les bénéficiaires de la stratégie, vous allez avoir une réaction adverse. Avant de concevoir une stratégie, nous demandons que des consultations aient lieu, qu'elles soient intenses, longues, réelles. Il faut d'abord passer par la consultation pour mettre en place une approche du bas vers le haut. Dans ce cas-là, la réaction sera minime. La stratégie aura donc été développée par la population et qui vous dira ce qu'elle souhaite voir dans la stratégie. Si les choses se font du haut vers le bas, pour ce qui est d'une stratégie, vous allez inévitablement créer une réaction adverse. Nous n'avons jamais eu ce genre de réaction parce que nous ne mettons pas au point de stratégie en l'absence de consultation. Et il faut que ce que nous proposons soit acceptable et accepté par tous nos membres. Faute de quoi, elle n'est pas mise en place. Je reviens sur la question, les deux questions ensemble. Comment contrer la réaction adverse? Bien sûr, je suis humain et je ne souhaite pas de payer l'impôt. On paye ces impôts, on paye ces taxes tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Et on pense parfois, si je veux tirer quelque chose, bénéficier de certaines choses, eh bien, il faut que je contribue aussi.
Il y a moins d'un an, un nouveau ministère pour le territoire de la zone de la capitale a été investi et a mis en place une stratégie. Les agents du fisc sont intervenus également, mais l'approche a été adoptée de telle façon que la population a accepté de payer ses impôts. Le gouvernement précédent, l'actuel, a perdu les élections probablement en raison d'une politique erronée en matière foncière. Il y a des éléments à prendre en compte. Il faut commencer par le contribuable le moins résistant. Si les plus pauvres payent un impôt qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer, vous allez courir tout droit vers les problèmes. Il faut bien cibler. Nous avons adopté un scénario dans lequel les 25% supérieurs de propriétaires allaient être imposés. Exemption, exonération donnée à 75%. Bien sûr, ça entraînait une réaction adverse de ceux qui bénéficiaient du statu quo, parfois des politiques ou des personnes qui ont d'énormes ressources. C'est un sujet extrêmement délicat et on ne veut pas commencer avant d'être sûr qu'ils l'accepteront. Il faut les convaincre, créer la confiance auprès du public avant de continuer et d'aller de l'avant. La question de Mohamedou, comment décider? Eh bien, je ne pense pas qu'il faudrait demander à la Banque mondiale ce qu'elle peut faire pour aider l'Afrique. Ce n'est pas le problème de l'Afrique, c'est un problème africain qui concerne les Africains. Nous sommes tout à fait disposés à prendre les leçons d'autres pays, des rapports de la Banque mondiale, mais ensuite c'est à nous qu'il appartient de mettre en place les solutions. Nous ne pouvons pas, ça dépend de nous et entièrement de nous. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. La question de la fiscalité ne peut être efficace dans notre contexte que si on met en place une stratégie qui prenne en compte la sensibilité du contribuable. Et finalement, un dernier mot, 1 minute. Il ne faut jamais lancer ce sujet à controverse dans un débat. Je reviens sur la question qui a été posée à propos. Bien sûr, la mise en vigueur est simple. Il y a un document fantastique de Turner. Vous savez qu'en Afrique, on a souhaité créer une sensibilisation en Ouganda. Et à propos de l'impôt, on pense toujours qu'on est idiot si on paye l'impôt, donc partant, on ne paie pas. Il faut bien entendu mettre en place des mesures, par exemple l'obligation d'enregistrer si l'on veut par la suite effectuer un transfert de la propriété foncière. Il faut qu'il y ait un document à l'appui. Cela permet ensuite d'obtenir un véritable civisme fiscal. Au Nigeria, par exemple, on peut obtenir un titre si vous n'avez pas fait l'objet d'un registre si vous n'êtes pas compris dans le cadastre, ce qui peut vous coûter des milliers de dollars, vous n'aurez pas l'occasion d'effectuer un transfert, une cession. Si vous avez payé 12 ans sur 15 ans de taxes foncières, vous pouvez obtenir que ces sommes soient prises en compte. Et bien évidemment, nous savons tous qu'il faut utiliser de façon sage le fruit
de paiement des impôts. Ceci vaut pour tous les pays. Il faut absolument en Afrique examiner tout l'aspect lié à l'impôt sur les transactions. Si on ne résout pas ce problème-là d'abord, le restant ne sera pas faisable. Les commissions d'enregistrement sont énormes et ça doit faire partie des réformes qui seront mises en place. Il faut que l'impôt foncier soit conçu et compris comme étant juste. Bien évidemment, et que tout cela puisse être documenté, cela va de soi. Bien sûr, je crois qu'on peut en parler en bilatéral, mais la délivrance de titres n'a pas été l'élément prépondérant en Europe. C'est les autres éléments qui sont entrés en ligne de compte. Il faut mettre en place des mesures simples, le faire de façon centralisée et démocratique. Elle seule, la Banque mondiale, malheureusement, n'est pas à même de régler les problèmes de ce monde. Ce que nous pouvons faire, c'est aider grâce à des recherches indépendantes et veiller à ce qu'il y ait un véritable partenariat entre l'aspect recherche et l'aspect opérationnel, que les résultats des opérations soient mis à la disposition des chercheurs, c'est essentiel. Nombre de projets dans les pays dont les auteurs ne veulent pas que l'on sache très bien ce qu'ils font. Ce n'est pas la façon de le faire. Ce n'est pas à la Banque mondiale d'effectuer toutes les recherches. Il y a des partenaires dans les pays. Il faut améliorer la transparence et en tirer des leçons importantes pour les pays. Certains des documents que nous avons présentés sur le Sahel et les conflits dus au pastoralisme sont particulièrement importants et très clairs quant à la façon de ce qu'il faudrait faire en matière de décentralisation et d'utilisation des ressources. Je m'arrêterai là. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf pour vous remercier. Et vous remercier d'un excellent rapport et d'avoir organisé cette discussion. Et je remercie également nos visiteurs Jeannette et Emmanuel qui sont venus d'Afrique pour nous parler de choses importantes. Personnellement, je me sens beaucoup mieux informée à propos de ce qui se passe dans la région et je me sens aussi beaucoup plus optimiste car il y a des récits de réussite. Et je vous en remercie. Thank you very much.